BFM Business, BFM Crypto, le club. Votre rendez-vous crypto quotidien pour trouver la bonne direction dans cet univers tout neuf. On va essayer de vous apporter une boussole intérieure et des repères. Jonathan Erskovici vient de nous rejoindre. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. C'est sa toute première sur BFM Business, directeur général de Stackinsat, puis organisateur de Surfing Bitcoin. On en parlera tout à l'heure, cet événement qui aura lieu fin août. Valentin Demey vient de nous rejoindre aussi. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Journaliste pour Cryptost, on balayera ensemble aussi l'actualité crypto du jour. Laurent Pignot, analyste pour Zone Bourse aussi, nous accompagne. Laurent qui va se mouiller sur le potentiel technique des diverses cryptos. Bonjour Laurent. Bonjour. Le Bitcoin qui reste d'ailleurs dans sa zone des 38 000, 40 000 $ depuis de nombreux jours. On s'ennuie, hein. C'est morne pleine, là, c'est le désert. Quand les fleurs repousseront-elles, d'après vous, Laurent, dans ce désert si minéral, quels sont les niveaux techniques à surveiller à court terme ? Alors Guillaume, le cours du Bitcoin s'accroche et tient toujours cette zone des 38 000, 40 000 $, mais il est à deux doigts de franchir par le bas ce canal qui s'est formé en début d'année 2022. Alors à court terme, le prix vient tester et vient flirter avec cette borne basse du canal, c'est-à-dire cette zone des 37 500 $. Et actuellement, le cours navigue juste au-dessus. Nous sommes à deux doigts, comme je le disais. Il navigue juste au-dessus à 38 800 $ à peu près. Alors, à court terme, c'est bien cette borne basse faisant support qui est l'ultime rempart technique des acheteurs. C'est cette zone donc qu'il va falloir surveiller à court terme. Et si ce niveau cède aux pressions vendeuses en n'étant finalement pas défendu par les acheteurs, le prochain support, en échelle de temps hebdomadaire cette fois-ci, se trouve au niveau des 35 000 $. Alors, nous avons aussi un scénario qui peut être un petit peu plus optimiste. Si le cours réagit fortement et avec du volume à la hausse sur ces supports, dans ce cas, nous gardons les mêmes cibles que nous avions la semaine dernière ensemble, c'est-à-dire techniquement parlant, nous pourrions dans un premier temps retourner vers la résistance des 45 000 $, une zone qui a donc régulièrement repoussé les acheteurs et qui est donc considérée comme une résistance solide. Puis ensuite, si cette zone est franchie, nous pourrions viser le haut de ce fameux canal dans la zone des 51 000, 52 000 $. Alors si nous prenons un petit peu de recul, les semaines se suivent et se ressemblent pour le Bitcoin depuis le début de l'année. Nous évoluons toujours dans ce gros range, cette grosse phase de latéralisation du prix depuis de nombreuses semaines, depuis le début de l'année 2022. Et notons un point de vigilance, comme vous le disiez Guillaume, il faut rester très prudent à court terme puisque les marchés aujourd'hui et depuis plusieurs jours sont en attente et sont suspendus aux lèvres de la Réserve fédérale américaine qui, avec son président Jérôme Powell, devrait annoncer ce soir deux hausses de taux d'un seul coup dans un contexte de cyclicité globale de hausse des taux pour lutter contre l'inflation, qui est une situation qui est très peu favorable au développement des actifs à risque comme le Bitcoin. Et d'autant plus que le S&P 500, donc les indices phares américains, le S&P 500 et le Nasdaq, se retrouvent eux aussi sur leurs niveaux leurs plus bas depuis le début de l'année. Alors un décrochage sur ces niveaux, notamment du Nasdaq, au vu de la corrélation entre l'indice américain et le Bitcoin, embarquerait forcément le marché des crypto-actifs bien plus bas. Nous devons donc, Guillaume, rester très prudents, notamment avec le discours ce soir à 20h de Jérôme Powell, le président de la Fed. Et l'émission spéciale que vous proposera BFM Business à partir de 20h jusqu'à 20h30, les meilleurs experts financiers monétaires que compte la France. Et la France est l'un des pays les plus avancés dans toutes ces thématiques. Seront sur le plateau de BFM Business aux côtés d'Étienne Braque, émission spéciale donc dès 20h. On parlait là du Bitcoin, il faut qu'on parle du dauphin, de l'Ether, la deuxième crypto-monnaie du marché. Est-ce que l'Ether d'ailleurs profite des ronflements du Bitcoin ? Est-ce que vous lui trouvez un potentiel technique à court terme plus important ? Alors techniquement sur l'Ether, c'est assez neutre, Guillaume, c'est plutôt similaire, c'est identique au Bitcoin, donc nous sommes dans cette même phase de compression, tout comme le Bitcoin. Alors l'Ether, lui, se retrouve dans un canal lui aussi, mais borné par le haut à 3 500 $, cette borne haute du canal, et en bas vers cette zone des 2 500 $. Donc, ce sont toujours ces niveaux à court terme qu'il faut surveiller. Le cours, lui, de l'Ether gravite autour des 2800, 2900 $ à l'heure actuelle. Il se retrouve donc un petit peu plus au milieu que le Bitcoin, au milieu de son canal. Donc, c'est un petit peu moins alarmant que pour le Bitcoin. Mais rappelons-le, si l'Ether prend un coup, ça sera aussi dû au gros choc du Bitcoin. Si le Bitcoin chute, l'Ether sera lui aussi enfoncé irrémédiablement.
L'ambiance est austère, quand même, on le sent, c'est une forme de désert là sur les cours, sur le Bitcoin, sur l'Ether, un désert minéral dans lequel on cherche les fleurs. Est-ce qu'il faut ces fleurs aller les dénicher peut-être ailleurs, sur d'autres cryptoactifs? Est-ce que vous arrivez à trouver des zones plus humides et fertiles, intéressantes d'un point de vue technique? Alors techniquement parlant, oui, il y a le Matic de Polygon qui se retrouve lui sur un niveau solide, qui a fait office de support et de résistance de nombreuses fois dans le passé. Donc c'est cette zone autour des 1,10, 1,05 dollars qui pourrait une nouvelle fois faire barrière aux forces vendeuses, techniquement parlant. Mais comme je le disais, c'est à l'unique condition que le Bitcoin ne vienne pas se faire une frayeur en dessous de ces supports qui tient difficilement actuellement. Ouais, le Matic Polygon dont nous parlait aussi Vincent Gann hier. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accompagnés, Laurent Pignot pour Zone Bourse régulièrement à nos côtés. Alors voilà, on le disait, dans ce désert, en ce moment, on cherche des fleurs. C'est compliqué de trouver véritablement du grain à moudre sur les cours des principales cryptos. Du côté de l'actualité, en revanche, c'est extrêmement fertile. Valentin Demey nous accompagne pour Cryptost. Beaucoup d'actu dans cet univers des cryptos, de la blockchain et du Web3 au quotidien. On va démarrer avec Tesla, un de ces groupes qui réinvente les possibles. Tesla estime que les crypto-monnaies sont devenues ou vont devenir une alternative carrément à l'argent liquide. Voilà, vous avez tout dit Guillaume, effectivement Tesla qui continue de nous faire ses annonces, Elon Musk qui continue de nous faire ses annonces. On en avait entendu parler avec Twitter il y a quelques semaines, il y a même une semaine. D'ailleurs Elon Musk a changé sa photo de profil Twitter avec les fameux singes, vous savez les NFT, les Bored Ape, avec son token associé, le Ape qui a bondi instantanément. Donc Elon Musk et Tesla qui continuent de nous faire des siennes dans l'écosystème. Mais voilà, cette nouvelle annonce, après avoir accepté en février 2021 Bitcoin pour acheter des Tesla, et puis finalement avoir fait marche arrière pour l'empreinte écologique de Bitcoin, eh bien, ils viennent d'annoncer dans leur dernier rapport soumis notamment à la SEC qu'ils continuent de croire, non pas forcément que en l'aspect spéculatif de Bitcoin qui leur a fait gagner beaucoup d'argent sur leur investissement il y a de cela 1 an et demi, mais aussi sur la capacité à servir de paiement alternatif et aussi important et utile que l'euro ou le dollar. Et donc, on peut imaginer peut-être qu'on revienne sur cette décision d'accepter Bitcoin. Aujourd'hui, ils sont beaucoup sur Dogecoin. Oui, parce que Tesla, finalement, avait renoncé à accepter les bitcoins pour ceux qui voudraient acheter des Tesla. Vous pensez qu'ils pourraient faire marche arrière et finalement accepter le bitcoin, donc? Ils avaient dit qu'ils feraient marche arrière si l'empreinte carbone, et on en discutera peut-être tout à l'heure avec Jonathan, descendait en dessous de 50%, enfin, passait au-dessus de 50% d'énergie verte parce qu'il y avait cette empreinte carbone peut-être un peu trop importante du minage. On s'en approche, parfois même on dépasse les 50% sur certaines estimations. Donc, faire marche arrière, c'est tout à fait possible. Mais, en tout cas, là, la croyance qu'ils ont, c'est peut-être dans la même direction que les pays qui acceptent ou qui envisagent d'accepter Bitcoin comme monnaie légale, c'est-à-dire d'en servir comme véritable moyen de paiement et pas que comme un moyen de faire de la spéculation sur la trésorerie de l'entreprise. Bon, Tesla voit donc dans les crypto-monnaies peut-être de quoi remplacer l'argent liquide. Il n'y a pas de petits signes dans cet univers, il n'y a que des signes et on les analyse tous. Des signes de la démocratisation des enjeux blockchain, des crypto-monnaies aussi dans les usages. Tout cela s'infiltre dans de plus en plus de pans de l'activité économique. Par tous les ports, par tous les sports même. Le foot, la blockchain marque un but. La FIFA annonce, Valentin, vous l'avez repéré, un partenariat stratégique avec Algorand. Exactement. Et ça, c'est pareil, c'est une news qui s'insère un petit peu dans la même dynamique que ces porosités entre le monde d'avant, le monde d'après. Et là, c'est le sport. On en parlait hier avec Crypto.com, qui là aussi sponsorise beaucoup d'événements de la FIFA. Notamment, il y aura tous les affiches liées à cet échange dans la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et là, c'est Algorand qui a été choisi par la FIFA pour être support que ce soit dans la communication et le marketing, mais aussi dans tout ce qui va toucher aux actifs numériques. Alors, la FIFA reste assez secrète, ou en tout cas ne dévoile pas tout aujourd'hui. En tout cas, elle dévoile quand même cette semaine ce partenariat avec cette blockchain qui est dite ultra rapide et neutre en carbone. Donc c'est aussi pour ça qu'ils se sont tournés vers cette blockchain-là, Algorand, donc pour un partenariat avec des actifs numériques, la FIFA. On verra ce qu'ils nous préparent, des NFT, des cryptos, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un nouveau but effectivement marqué par la blockchain dans ce milieu sportif. Et le foot aime particulièrement la blockchain en ce moment. Oui, blockchain verte, Algorand, c'est ça? Neutre en carbone, a priori. Neutre en carbone. C'est comme ça qu'ils se... Vous connaissez, Jonathan? Oui, de nom. Après, je vous avouerai que moi, mon focus est plutôt sur Bitcoin. D'accord. Bon, oui, vous nous expliquerez tout ça. Vous êtes très fermé d'esprit. Pour vous, il n'y a que le Bitcoin. Non, plaisante. Vous nous expliquerez pourquoi Bitcoin, pour vous, garde une valeur ajoutée face aux autres crypto-monnaies. Juste avant, on continue de déblayer cette actualité globale dans le monde du Web3, de la blockchain et de la DeFi, dont la montée en puissance se mesure aussi à l'accueil que leur réserve la finance traditionnelle.
Un accueil d'ailleurs de plus en plus assumé et chaleureux. Le verre est en train d'entrer dans le fruit, mesdames, messieurs. Jane Street Capital, par exemple, a annoncé emprunter 25 millions de dollars, Valentin, via une plateforme de prêt en finance décentralisée. Eh oui, et donc ces deux mondes qui s'affrontent toujours, on en parle souvent sur ce plateau-là, qui c'est qui va gagner le monde d'après? Eh bien, encore une fois, c'est la combinaison de ces deux mondes-là. L'incarnation est encore une fois dans cette news-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la finance décentralisée, c'est beaucoup des amateurs de crypto-monnaies, c'est-à-dire ceux qui ont des cryptos, qui vont chercher des rendements intéressants, mais c'est des particuliers. C'est quand même des particuliers qui représentent 220 milliards de dollars dans la finance décentralisée, toute blockchain confondue. Mais les institutionnels avaient un peu de mal parce qu'il n'y a pas dans la finance décentralisée aujourd'hui ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer. On ne sait pas qui est derrière les prêts qui sont effectués ou les opérations qui y sont effectuées. Donc, les institutionnels n'avaient pas forcément envie de se frotter à ça. Maintenant, ça commence à changer. On a effectivement Jane Street Capital, il y a des solutions comme AAV Arc, ce protocole très connu dans la finance décentralisée, le premier protocole de la DeFi, AAV, qui a son offre destinée aux institutionnels, où il y a presque 30 millions de dollars qui sont là-bas déposés par des banques, dont certaines européennes, pour justement tester les avantages de la finance décentralisée. Donc, deux possibilités. Soit c'est des gens qui donnent leur identité, des banques qui sont donc whitelist, donc elles peuvent obtenir des prêts sans collatéral. Soit il faut un collatéral directement avec, et là Coinbase est en train de l'expérimenter cette semaine, avec des bitcoins pour emprunter par exemple des stablecoins USDC et les faire fructifier dans les intérêts de la finance décentralisée, c'est-à-dire des taux d'intérêt sur stablecoin qui peuvent être entre 3, 5 ou 8%. On a même vu il y a quelques semaines Terra Luna avec son fameux 19% d'intérêt annuel sur stablecoin, avec tous les risques et avantages que ça engendre, dont on pourra parler peut-être plus tard, mais en tout cas c'est là-dedans que les institutionnels se tournent beaucoup, des taux d'intérêt très intéressants dans un monde effectivement où l'inflation est galopante. Comment ça marche la DeFi, dans le jargon, la finance décentralisée, évidemment ça reste très très nouveau pour sans doute 95% des auditeurs de BFM Business. Comment ça fonctionne? Vous parlez d'intérêts qui sont absolument dingues. Pourquoi on parle de finance décentralisée? Est-ce qu'on peut quand même proposer un portrait de cet univers rapide en 2 minutes comme ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui la finance décentralisée c'est quoi? C'est majoritairement sur Ethereum, donc la deuxième blockchain la plus capitalisée après Bitcoin, avec des contrats intelligents, donc une blockchain qui est programmable, qui n'a pas vocation à être uniquement un protocole pour envoyer et réceptionner de l'argent, sur lequel on peut mettre des conditions. Ces conditions, justement, ça peut être je obtiens un prêt si j'ai suffisamment de collatéral en face. Donc j'ai un Bitcoin qui vaut 40 000 $, je vais sur AAV par exemple, je le dépose, je ressors 20 000 $, donc la moitié par exemple, en USDC, et je vais aller les déposer dans un marché d'emprunt et de dépôt où on me propose, je sais pas, 3, 4, 5% d'intérêt générés par l'activité économique. Pourquoi? Parce que parmi ces 220 milliards de dollars qui sont dans la DeFi, il y a des gens qui ont besoin d'avoir cet argent pour faire d'autres opérations dans la DeFi et d'autres qui justement ont cette liquidité et viennent la déposer pour gagner des intérêts. Donc il y a une réelle activité économique derrière, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec des taux d'intérêt importants. Mais pourquoi on arrive à ces taux d'intérêt qui peuvent être importants sur du stablecoin, donc avec une volatilité inexistante ou très faible? Eh bien parce que c'est justement des contrats intelligents qui tournent derrière. Donc il n'y a pas besoin de payer les structures, les employés ou d'autres choses derrière. C'est des contrats intelligents qui n'ont pas besoin d'être nourris chaque matin. Donc c'est entre autres une partie de l'explication de ces taux d'intérêt importants et c'est de plus en plus accessible. Ça l'était moins il y a 4 ans, ça l'est aujourd'hui facilement sur des applications sur mobile qui permettent très facilement d'accéder à cette finance-là. Et maintenant, là, depuis 3 mois, la grande tendance est aux institutionnels qui, là aussi, commencent à déverser des dizaines de millions d'euros pour s'y frotter, attendre que la réglementation pose un cadre pour pouvoir définitivement le proposer à leurs clients. Est-ce que tout ça ringardise Bitcoin? Je vous pose la question parce qu'on a beaucoup parlé de Bitcoin dans un instant avec Jonathan, mais est-ce que ça ringardise Bitcoin, tous ces nouveaux usages, cette variété de possibilités qui est en train d'ouvrir l'univers de la blockchain, du Web3? Valentin. C'est toute la question, effectivement. Alors, il y a Jonathan en face de moi, je vais dire non. Mais si je n'avais pas Jonathan, je dirais peut-être. Mais on donnera la parole à la défense juste après. C'est 2 usages totalement différents. Ouais. C'est 2 usages de réserve de valeur d'un côté et de l'autre, effectivement, d'avoir la capacité de mettre des conditions. C'est 2 usages différents qui doivent se compléter. Sur la finance décentralisée, c'est quelque chose qui n'est pas possible ou en tout cas efficient aujourd'hui sur Bitcoin parce que ce n'est pas son objectif premier. Ethereum le fait très bien. Les usages sont très pertinents. Mais effectivement, c'est des usages nouveaux qui n'existaient pas il y a 5 ans, comme Bitcoin n'existait pas, lui, avant 2009. Et à chaque fois, on découvre
découvre de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire qui se complètent. Parce que Bitcoin sert beaucoup dans la finance décentralisée. C'est un très bon moyen de faire des emprunts sans mettre de dollars dans l'opération, ou en tout cas pour en emprunter de manière plus sereine. Alors Jonathan nous accompagne, Jonathan Herscovici, on rappelle, directeur général de Stackinsat. Pour lui, le Bitcoin vaut mieux, vaut plus que ces autres possibilités dont vous nous parliez, en tout cas que les autres cryptoactifs et crypto-monnaies. Vous venez faire un vrai coming out en direct, Jonathan. C'est une mise à nu publique, là, un aveu pas honteux mais courageux et digne. Vous venez nous dire que pour vous, le monde entier peut s'effondrer, seul Bitcoin compte. Vous êtes ce qu'on appelle un maximaliste. Pour vous, dans l'univers des cryptos, il en existe désormais des milliers des cryptos, seul Bitcoin vaut quelque chose, vaut de l'or en tout cas. Vous n'allez pas vous faire que des amis car les investisseurs en crypto ont déjà diversifié, mais peut-être pas vous, vous restez un Bitcoin addict. Pourquoi Bitcoin reste-t-il à vos yeux unique et ne pourra jamais être concurrencé par d'autres cryptos, Jonathan? Il faut vraiment nous expliquer. Eh bien déjà, merci Guillaume pour cette invitation. Et de toute façon, je vais compléter un petit peu le propos de Valentin, parce qu'effectivement, en tant que Bitcoiner, nous ne sommes pas contre les autres cryptos. L'idée, c'est de démontrer à quel point elles sont complémentaires et à quel point, en fait, Bitcoin restera le numéro 1, quoi qu'il arrive. Donc, globalement, pour reposer le cadre, Bitcoin, c'est un système monétaire, c'est un moyen de paiement dont les règles ne changeront jamais. Les autres cryptos, donc Valentin a cité Ethereum, l'objectif, c'est radicalement différent. L'objectif, c'est de créer des applications décentralisé. Donc en fait, on compare quelque chose qui finalement n'est pas comparable. Ça, c'est clairement quelque chose que les gens n'ont pas forcément compris. Mais Bitcoin, en fait, on pourrait plutôt le comparer à l'or ou aux monnaies traditionnelles et non pas aux autres cryptos. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Bitcoin, j'imagine que vos auditeurs sont quand même conscients des principales caractéristiques du Bitcoin, notamment sa rareté numérique, parce qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités. Donc c'est pour ça qu'on considère le Bitcoin comme l'or 2.0. J'imagine que tout le monde en est conscient aujourd'hui, j'espère. Et finalement, Bitcoin, notre conviction, c'est que Bitcoin deviendra un standard monétaire comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, avant les accords de Bretton Woods, avant la fin des accords de Bretton Woods, il y avait une forme de stabilité économique mondiale. Et on a vu que le 15 août 1971, dès lors que Richard Nixon a désindexé l'or du dollar, et ben en fait, on est parti dans un YOLO économique, si on peut dire ça, avec l'augmentation des inégalités, avec l'augmentation de la dette, l'augmentation de l'inflation, l'augmentation de l'impression monétaire. Et nous, on considère que Bitcoin peut jouer ce rôle de stabilisateur économique, comme l'était, encore une fois, l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Donc pour nous, Bitcoin n'est pas comparable aux autres cryptos. C'est une métrique qui n'est même pas... en fait, c'est même pas une logique de concurrence, en fait. C'est juste pour nous pas comparable. Mais en revanche, c'est plutôt comparable, encore une fois, aux monnaies traditionnelles. Et donc il faudrait comparer la capitalisation de Bitcoin, à vos yeux, pas à celle de l'Ether ou des autres, mais de l'or, par exemple. Mais de l'or. L'or, par exemple, ou en gros, excusez-moi. Non, pas de rapproche votre micro, on l'explique à nos auditeurs qui sont à la radio. Mais effectivement, aujourd'hui, la capitalisation totale du Bitcoin, c'est environ 700 milliards. Si je dis pas de bêtises, 700 milliards de dollars. La capitalisation de l'or, elle est autour de 12 000 milliards. Donc là, il y a un potentiel de croissance qui est encore extraordinaire. De par ce que je viens de dire, si on estime que Bitcoin est proche de l'or, il y a un potentiel d'appréciation encore très élevé. Alors évidemment, ce potentiel ne va pas arriver dans les 5 ou les 10 prochaines années, mais plutôt sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Et c'est pour ça que lorsqu'on compare Bitcoin aux autres monnaies, et c'est ça qui est important, et ben finalement, Bitcoin est 15e dans le classement, juste derrière le rouble, qui est d'actualité en ce moment, et le franc suisse. Donc là, c'est plutôt ce classement que je regarderai, et non pas le classement finalement sur CoinMarketCap. Alors, c'est vrai que certains États ont choisi d'ailleurs Bitcoin comme monnaie légale, Bitcoin et pas une autre crypto. Et alors, faut quand même le dire, ce sont quand même des pays très pauvres. Je suis pas certain qu'on puisse parler en l'occurrence même d'émergents. Le Salvador et la Centrafrique, on n'est même pas dans des pays véritablement émergents là. Alors complètement, et en fait c'est tout simple, parce que finalement, il faut toujours se dire quel est le problème qu'on essaie de résoudre avec Bitcoin.
Effectivement, nous, dans nos pays riches, pays occidentaux, on n'a pas spécialement de problème. En tout cas, les problèmes ne sont pas évidents. Évidemment, nous, spécialistes, on sait que les problèmes d'impression monétaire sont un poison pour nos économies. Et ça, on n'en reviendra pas dessus. Effectivement, les pays pauvres, ces pays pauvres, ont un certain nombre de problèmes. Donc, évidemment, les problèmes d'inflation. Et surtout, le problème majeur, c'est la débancarisation. Et c'était le cas notamment au Salvador, mais c'est pas que le cas au Salvador, mais dans beaucoup de pays pauvres. Environ 1,7 milliard d'habitants sur cette planète n'ont pas accès à un compte bancaire. Donc ça représente 25% de la population. 25% de l'humanité n'a pas accès à un compte bancaire. Exactement. Et donc on voit que le système financier traditionnel a échoué. Et c'est en ça que... Attends, les 3/4 ont accès à un compte bancaire. Ouais, mais tout va 25... bien, Jonathan, ça va. Je suis d'accord, mais 25%, c'est quand même... Tout va pas bien, mais enfin, c'est pas... C'est 1,7 milliard d'habitants. Oui. Donc c'est quand même, j'estime que c'est quand même une part relativement importante de la population. Et Bitcoin, fix the money, fix the world. Donc ça c'est un peu la punchline des bitcoiners. Et globalement, il y a d'autres aussi éléments qui sont à prendre en compte dans ce choix de ces États de choisir du coup Bitcoin comme monnaie légale. Donc on a vu l'inflation, on a vu la débancarisation, on a évidemment la souveraineté monétaire, parce qu'évidemment, quand on parle du Salvador, parce que c'est toujours l'exemple qu'on reprend, ils avaient le dollar comme monnaie légale, mais finalement, c'est la Fed qui décide la politique monétaire. Donc, encore une fois, c'est une dépendance vis-à-vis d'un tiers. On a évidemment les transferts d'argent internationaux, les rémittances. Oui, qui coûtent moins cher puisque c'est en frais. Évidemment, parce que typiquement à l'époque, je me rappelle, le président Bukele du Salvador avait annoncé près de 500 millions de dollars de frais dans les boîtes de transfert d'argent type Western Union. Donc c'est considérable. Et puis enfin, ce qui est quand même assez intéressant, c'est le positionnement de ces pays-là, parce qu'en fait, ça leur donne un poids stratégique dans le monde qu'avant on n'avait pas. Le Salvador, globalement, tout le monde s'en foutait de ce pays-là. Mais c'est encore le cas, je suis désolé. Mais... Eh ben, écoutez, en tout cas dans l'industrie. Désolé pour les Salvadoriens qui nous écoutent peut-être. Peut-être, mais en tout cas dans l'industrie, clairement, c'est un pays qui était globalement méconnu, qui est de plus en plus populaire, même à l'échelle internationale. Parce que là, ils sont en train de lancer des Bitcoin Bonds. Donc, ils sont en train de chahuter un peu les institutions financières traditionnelles parce qu'ils sont en train de les bypasser pour financer leur pays. Moi, je suis pas sûr que ce soit si anecdotique que ça. Et au contraire, ça marche, je pense que ça marche. Alors, c'est pas encore là, ça a été reporté pour des raisons techniques. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que le positionnement stratégique des pays peut aussi s'inverser grâce à l'adoption de Bitcoin en monnaie légale. Et d'ailleurs, on espère avoir la ministre de l'économie et la ministre du tourisme du Salvador présents à Surfing Bitcoin cette année pour justement nous faire un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis que Bitcoin est monnaie légale, depuis le 7 septembre. Ça a au moins le mérite de faire parler, et tant mieux pour eux, du Salvador. La Centrafrique... peut-être aussi de plus en plus. Comment vous regardez ça, Valentin? Le feuilleton de l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale, deux pays très pauvres pour l'instant l'ont adopté. On n'est pas prêt de le voir adopté comme monnaie légale dans les vrais grands émergents et encore moins dans les pays développés. C'est effectivement les questions qu'on peut se poser. Là, sur le fameux feuilleton qu'on suit, nous, ici sur ce plateau et même à Cryptost en permanence, cette porosité entre les mondes de la finance décentralisée, de la finance traditionnelle et de tous ces mondes-là, par contre, là, sont en affrontement entre les pays qui choisissent leur monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique, le yuan numérique, le dollar numérique dont on parle beaucoup, et ceux qui vont choisir de prendre Bitcoin comme monnaie légale. Ça peut être dangereux de se dire que la probabilité que Bitcoin ne soit pas accepté dans des gros pays et de choisir la carte de la monnaie numérique de banque centrale et donc de ne pas commencer à capturer aujourd'hui de la valeur crypto-monétaire pour une souveraineté économique numérique demain. C'est une carte difficile à jouer peut-être pour les gens qui ont un peu d'attention sur Bitcoin. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que notre Banque Centrale Européenne avait il y a quelques mois sondé ses citoyens sur justement les conditions de l'euro numérique et de qu'est-ce que souhaitaient les citoyens sur cet euro numérique. Il y a le premier rapport qui a été délivré cet après-midi. On voit que les citoyens ont davantage besoin et sont davantage attentionnés sur la capacité à payer rapidement avec cette devise, mais aussi à garder un côté anonymat ou en tout cas de ne pas être fliqué en permanence avec ces monnaies numériques de banque centrale. La BCE l'a bien compris. Elle a effectivement parlé que ça serait le cas sur des transferts de petite ou moyenne valeur, mais que bien évidemment pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il y aurait toujours cette capacité d'analyser les flux. Mais effectivement, on est dans cette opposition des deux mondes, ceux qui choisissent Bitcoin et ceux qui font leur monnaie numérique de banque centrale. Et Jonathan, on va continuer d'essayer de comprendre pourquoi vous avez choisi d'être un maximaliste et donc de voir dans Bitcoin plus de capacité que dans toutes les autres crypto-monnaies. C'est vrai, les pays occidentaux, pour l'instant, n'adoptent pas Bitcoin comme monnaie légale, mais vous estimez
quand même, parce que les besoins ici sont moindres que dans les pays très pauvres. Il y a beaucoup moins de volatilité des devises. Bon, l'inflation est là en ce moment, mais enfin, elle est beaucoup moins incrustée historiquement que dans les pays très pauvres. Vous estimez néanmoins que même si le Bitcoin aura peut-être du mal à très très court terme à devenir monnaie légale dans nos pays, il reste investissable et intéressant pour les particuliers des pays développés. C'est-à-dire que même si c'est pas forcément encore une monnaie, c'est un produit d'investissement en tant que tel, déjà attractif, même aujourd'hui à 38 000 $ et quelques. Alors complètement. Alors juste pour nuancer quand même votre propos, Guillaume, sur le fait que nos monnaies traditionnelles n'ont pas forcément de difficultés, je dirais qu'elles en ont énormément, mais elles en ont beaucoup moins que les pays pauvres. Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Après, effectivement... Pensez à, par exemple... du coup, pour moi, l'impression monétaire illimitée fait que ça pollue totalement tous les agrégats économiques. Et que pour nous, justement, le fait d'avoir Bitcoin comme standard monétaire permettrait de mieux contrôler, de mieux stabiliser les économies. Donc ça, c'est une conviction profonde de tous les bitcoiners. Effectivement, dans les pays occidentaux, Bitcoin monnaie légale, ça a beaucoup moins de sens pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. En revanche, Bitcoin en tant que moyen de placement financier, en tant que réserve de valeur, ça a beaucoup de sens. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec Stackinsat, c'est-à-dire qu'on a inventé le concept du plan épargne Bitcoin qui va permettre du coup aux entreprises et aux particuliers de s'exposer de manière moins risquée avec la stratégie du dollar cost averaging, en lissant son point d'entrée. C'est ça, investissement progressif. Investissement progressif, justement, pour limiter justement la volatilité, parce qu'évidemment, Bitcoin reste un actif très volatile. Mais très corrélé aussi désormais aux actifs américains, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre de son pouvoir de diversification ? Alors ça c'est vrai qu'il y a un long débat, un grand débat avec les experts là-dessus, donc moi je suis absolument pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, pour moi, la corrélation, elle se regarde sur longue période. Et effectivement, sur longue période, parce qu'encore une fois, le placement du Bitcoin se fait sur longue période, et donc on doit avoir justement une analyse sur longue période. Et effectivement, on voit que Bitcoin, sur longue période, est décorrélé. Et d'ailleurs, du coup, dans une logique de diversification de patrimoine, d'allocation optimale de son patrimoine, justement, il faut intégrer des actifs qui sont décorrélés entre eux. Et c'est justement pour ça que nous, on considère qu'il faut détenir au moins entre 1 et 2%. Et je pense d'ailleurs qu'il est beaucoup plus de Bitcoin dans son patrimoine financier. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus risqué de ne pas détenir de Bitcoin que d'en détenir. Et d'ailleurs, d'autres études montrent que l'allocation optimale de Bitcoin dans un portefeuille, d'après l'université de Yale, serait autour de 6%. Donc on voit qu'il y a un intérêt financier de détenir du Bitcoin dans son patrimoine, à la fois évidemment pour le diversifier, mais aussi pour l'optimiser. Oui, mais il n'y a pas un petit côté un peu caché ce sein que je ne saurais voir dans vos propos. Il est beaucoup plus corrélé depuis un an, le Bitcoin. Alors bien sûr, sur longue période, depuis 12-13 ans, ok, c'est pas le cas, mais enfin, depuis un an, le vent tourne, statistiquement, Guillaume, le monde change. Écoutez, statistiquement, Guillaume, on regarde une série temporelle sur longue période. Ah oui, sur longue période. Il a été adopté depuis par les institutionnels, il est rentré dans des ETF. Peut-être, mais en tout cas, nous, on est convaincus que, en tout cas, cette corrélation de long terme est un facteur diversifiant dans une allocation de portefeuille globale. Et par ailleurs, et vous reviendrez nous en parler, le Bitcoin aussi offre de nouvelles possibilités, il peut apprendre de lui-même, et il y a le Lightning Network qui ouvre de nouvelles capacités, vous reviendrez nous en parler, et donc cette conférence Surfing Bitcoin qui aura lieu fin août. 25, 26, 27 août à Biarritz, on vous attend nombreux. Merci d'être passé nous voir. À tous les deux. Valentin Domé, journaliste au Cryptost, Jonathan Erskovici. Merci Jonathan. Votre première sur BFM Business, on vous retrouvera régulièrement désormais. Merci Guillaume. Directeur général de Stackinsat. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour en direct. On est à maintenant 2h59 du choix de la Fed. C'est jour de Fed. On en reparlera dans un instant avec nos experts. À tout de suite.